Merci de nous écouter aujourd'hui. J'espère que vous êtes en train de passer de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Si vous êtes nouveau au niveau de cette chaîne, je rappelle que nous développons les sujets qui sont en rapport avec 3 domaines seulement: l'immigration, l'immobilier et les finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. Nous allons parler d'immobilier parce que oui, et le sujet d'aujourd'hui, l'immobilier nous concerne tous, sans exception, quel que soit l'endroit où nous vivons. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et je rappelle que si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater concernant les vidéos qui sont publiées régulièrement. Et puis, il y a plusieurs autres vidéos, évidemment, après avoir écouté cette présentation. Je vous invite à les regarder, à les partager, à exprimer vos commentaires. Dites ce que vous en pensez et ça nous fait toujours le plaisir de vous répondre en commentaire sous les vidéos. Donc, à chaque fois que vous regardez une vidéo, n'hésitez pas à partager au niveau de vos réseaux personnel, familial, professionnel. Et évidemment, quand vous regardez nos présentations, n'hésitez pas à les regarder au complet parce que très souvent, à la fin des présentations, il y a toujours une petite section que nous réservons à quelques conseils ou quelques trucs ou quelques bonnes pratiques, dépendamment du thème qui est développé. Petite précision juridico-légale, c'est mentionné dans la chaîne. Je précise que je ne fais pas partie de corps de métier réglementé au Canada. Et donc, la présentation d'aujourd'hui sur l'immobilier, je le fais seulement à titre de sociologue qui est passionné par ces 3 thèmes, c'est-à-dire l'immigration, l'immobilier et la finance personnelle. Donc, cette présentation n'est pas une consultation professionnelle. Si vous avez besoin de consultation, dépendamment de votre besoin, je vous invite à contacter un professionnel agrémenté qui peut vous accompagner. Comme d'habitude, nous allons respecter un petit plan qui va s'afficher, qui va vous permettre de suivre la progression de cette présentation d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons essayer de voir quelques demi-vérités qui sont propagées concernant l'immobilier. Et puis, parlant d'immobilier, on va essayer de circonscrire le concept immobilier. Troisièmement, nous allons parler de pyramide de Maslow. À partir de la pyramide de Maslow, nous allons vous expliquer pourquoi l'immobilier nous concerne tous, quel que soit l'endroit où nous vivons, quel que soit notre profil, quel que soit notre statut. Cinquièmement, nous allons essayer d'aborder les turbulences actuelles que connaît l'immobilier à travers le monde. Évidemment, en fonction de ces éléments, on va voir à la fin qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que vous pouvez faire en fonction de ce que nous allons soutenir, c'est-à-dire l'immobilier nous concerne tous, quel que soit notre profil, quel que soit notre statut, et ceci sans exception. Commençons tout de suite par les demi-vérités qui sont souvent partagées concernant l'immobilier. Je précise que l'immobilier, c'est pas seulement d'être propriétaire ou locataire. L'immobilier ne concerne pas les gens qui veulent investir, ne concerne pas seulement les gens qui veulent faire de l'argent. Et l'immobilier ne fait pas référence seulement au logement, aux habitations. Et quand on parle dans le cadre de cette présentation, quand je parle d'immobilier, je fais référence à quoi? Dans ce cas-ci, puisque je dis l'immobilier nous concerne tous, sans exception, quel que soit notre statut, quel que soit l'endroit où nous vivons. Quand on parle d'immobilier, on fait référence à un ensemble de transactions qui concernent des biens fixes, des immeubles, peuvent être des terrains, des bâtiments résidentiels, évidemment, des logements, aussi des bâtiments à bureaux, des immeubles touristiques, des entrepôts, des infrastructures qui desservent du public. Donc, c'est tous ces immeubles, tous ces biens fixes qui constituent
le domaine de l'immobilier. Et vous commencez par comprendre, en fonction de cette circonscription du concept immobilier, vous commencez par comprendre pourquoi nous allons soutenir au cours de cette présentation que l'immobilier nous concerne tous, quel que soit notre statut, quel que soit l'endroit où nous vivons. Évidemment, quand on parle d'immobilier, on parle de ces immeubles fixes qu'on vient d'expliquer. Et en général, en fonction des orientations qui sont adoptées, qui sont véhiculées par les autorités municipales, provinciales, nationales, l'immobilier témoigne de la façon dont les êtres humains, dont les résidents, dont les habitants occupent le territoire délimité. Et donc, l'immobilier a un impact direct sur la qualité de vie, sur l'espérance de vie des habitants de ce territoire. À titre de terrain agricole, terrain à vocation de parc, école, hôpital, immeubles résidentiels, infrastructures. Donc, quand on parle d'immobilier, on parle d'un ensemble de biens fixes qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent influencer la qualité de vie des habitants d'un territoire délimité. Voilà à quoi nous faisons référence quand on parle d'immobilier dans le cadre de cette présentation. Maintenant, pour bien comprendre l'importance de l'immobilier dans la vie de chaque citoyen, nous allons utiliser comme cadre théorique, théorique c'est quand même un gros mot, mais nous allons nous appuyer sur le concept sur la théorie de la pyramide de Maslow. Vers les années 1940, le psychologue Abraham Maslow, qui a vécu de 1908 à 1970, a publié un article sur la hiérarchisation des motivations des êtres humains. Et c'est cette approche qui allait devenir ce qui est appelé par après la pyramide des besoins de Maslow. Et Abraham Maslow a expliqué que les êtres humains réagissent en fonction d'un ensemble de besoins et tous ces besoins n'ont pas la même importance. Il a pris soin de hiérarchiser les besoins en 5 niveaux ou en 5 paliers, dépendamment de leur importance. Voyons rapidement, parce que la présentation n'est pas sur la pyramide de Maslow, mais évidemment, on utilise ce cadre théorique pour expliquer pourquoi l'immobilier nous concerne tous, le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Voyons rapidement les 5 niveaux de besoins identifiés, catégorisés par Abraham Maslow. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Et ça, c'est les besoins de base, c'est les besoins indispensables. En bas de la pyramide que vous voyez à l'écran, c'est des besoins dont on ne peut pas se passer, les besoins physiologiques. Et c'est des besoins qui sont primordiaux, qui sont importants, qui déterminent souvent l'importance des autres catégories de besoins. Par exemple, manger, dormir, immobilier, manger, immobilier parce qu'il faut des terrains agricoles, se vêtir. Donc, déjà à partir de la pyramide de Maslow, on comprend que l'immobilier, qui regroupe les terrains agricoles, manger est un besoin physiologique important à la base, dormir, logement, habitation, fait partie des besoins fondamentaux, des besoins primaires selon la théorie d'Abraham Maslow. Maintenant, deuxième niveau de besoin, c'est le besoin de sécurité. Et parmi les besoins de sécurité, on trouve le logement, évidemment l'argent ou le pouvoir d'achat pour pouvoir survivre et un cercle affectif stable. Les parents peuvent témoigner que les enfants, vers les 10 premières années, ont toujours tendance, quand ils se réveillent, à se diriger vers la chambre des parents. C'est
c'est une réaction qui témoigne de ce besoin de sécurité de la part de l'enfant. Donc, après les besoins physiologiques, la deuxième catégorie de besoins qui sont très importants selon la pyramide de Maslow, c'est les besoins de sécurité. Et encore, parmi les besoins de sécurité, on trouve le logement comme besoin fondamentaux. Donc, évidemment, la troisième catégorie de besoins, c'est le besoin d'appartenance à un groupe, d'appartenance à un groupe religieux, à un groupe culturel, d'appartenance à une nation, à une société. Quatrième catégorie de besoins, c'est le besoin d'estime de soi. Et cinquième catégorie de besoins, c'est le besoin de réalisation et d'accomplissement. On n'a pas développé les trois autres. Ce que je voulais vous montrer en utilisant la pyramide de Maslow, nous comprenons que l'immobilier se situe au niveau des deux premières catégories de besoins que Abraham Maslow explique comme les besoins les plus importants qui motivent les actions d'un être humain. Maintenant, évidemment, ces besoins n'ont pas la même importance d'un individu à un autre, mais la constance de cette approche est que quel que soit votre statut, quel que soit notre profil, ces deux besoins, à savoir les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, regroupent certains éléments de l'immobilier et donc l'immobilier se retrouve à être un secteur qui est vital pour la vie de tout être humain, quel que soit l'endroit où il vit, quel que soit son statut. Rapidement, je précise que la pyramide de Maslow est très utilisée dans des domaines comme le marketing pour développer et présenter les produits en fonction de cette hiérarchisation des besoins de la vie d'un individu. Donc, l'immobilier représente ces deux paliers, ces deux niveaux de besoins physiologiques, dormir, manger, et besoin de sécurité. Dormir, oui, mais dormir dans un espace où l'existence n'est pas menacée. Maintenant, si ces besoins sont si importants, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, on comprend que l'immobilier se révèle un élément très important et les turbulences, les changements, les crises qui se manifestent au niveau de ce secteur vont aussi influencer la vie des individus. Et voyons rapidement l'impact des turbulences, l'ampleur et l'impact des turbulences actuelles que l'on connaît au niveau du secteur de l'immobilier. Et ce sont des turbulences qui sont mondiales. À travers le monde, il y a plusieurs pays qui connaissent actuellement des turbulences. J'hésite de parler de crise, on va voir un petit peu plus tard pourquoi, mais connaissent des turbulences en fonction de différents éléments structurels et ponctuels qui sont en rapport avec l'immobilier. Les caractéristiques de ces turbulences sont les mêmes à travers les pays, mais les impacts ne sont pas pareils. Les caractéristiques sont les mêmes, c'est-à-dire les espaces à bureaux se sont vidés depuis la pandémie et ont du mal à se remplir, à se louer, à trouver preneurs. Jusqu'à présent, en 2023, en décembre 2023. Et puis, les logements, les habitations sont insuffisantes du point de vue statistique. L'offre d'habitation et de logement est insuffisante par rapport à la demande. Et autre élément, c'est l'abordabilité des logements qui sont disponibles, qui se révèle un défi pour les locataires, pour les citoyens, pour les gens des différentes populations de ces différents pays. On peut ajouter aussi l'augmentation des taux d'intérêt à cause de l'augmentation du taux directeur au niveau de certains pays, l'augmentation des coûts des matériaux de construction et une absence de certains travailleurs, notamment au niveau de certains corps de métiers de construction. Donc,
Ces caractéristiques se manifestent partout à travers le monde, au niveau de tous les pays, ce qui fait que ces turbulences qu'on vient d'énumérer affectent la vie de tout le monde. Qu'on soit un jeune qui est encore chez ses parents, locataire, propriétaire, investisseur immobilier, nous sommes tous directement concernés par cette turbulence que je viens d'énumérer et qui affecte le secteur de l'immobilier et donc qui affecte la qualité de notre vie. Essayons de voir l'ampleur de cette turbulence au niveau de certains pays rapidement. Par exemple, au Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, dont la raison d'être est d'assurer que la population canadienne ait accès à un logement abordable. Et pour aboutir, pour réaliser sa mission, tient régulièrement des études, des rapports, des recherches en fonction de l'ensemble de données que la SCHL collecte. Et le constat est évident, est sans équivoque au niveau de la SCHL, qui, et je cite, constate en 2023, le coût du logement est devenu de plus en plus difficile pour beaucoup de gens au Canada. Fin de citation. Ici, la SCHL fait référence à l'abordabilité du logement. Mais en plus de l'abordabilité du logement, il y a aussi le problème de pénurie de logement. Et la SCHL renchérit. L'abordabilité du logement pour tout le monde nécessitera 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030. 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030. On est bientôt dans quelques heures en 2024. D'ici 2030, au Canada, la SCHL projette un besoin estimé à 3,5 millions de logements supplémentaires. Et ça, c'est un extrait de la projection de la SCHL que j'ai extraite du document de mise à jour d'un rapport que la SCHL avait déjà produit en juin 2022, qui a été mis à jour en septembre 2023. Et donc, ces éléments nous indiquent l'ampleur des turbulences que connaît l'immobilier, notamment logement, le secteur habitation au Canada. Et parmi les 3,5 millions de logements supplémentaires nécessaires pour maintenir une abordabilité acceptable d'ici 2030, 1,85 million de ces logements, c'est au niveau de la province de l'Ontario. Et en juin 2022, la SCHL avait projeté un besoin de 620 000 logements supplémentaires pour la province de Québec. Lors de la mise à jour de septembre 2023, la SCHL a révisé à la hausse ce besoin projeté pour la province du Québec, 860 000 logements supplémentaires. Donc, ce tour d'horizon rapide avec ces éléments de chiffres collectés et publiés par la SCHL nous démontre l'ampleur des turbulences qui affectent le secteur de l'habitation. Et évidemment, pour comparer l'abordabilité, par exemple, vers 2003 et 2004, un ménage moyen devait consacrer près de 40% de son revenu disponible pour acheter un logement moyen en Ontario et près de 45% en Colombie-Britannique. En 2021, selon SCHL, en 2003 et 2004, c'était 45% de revenus qu'un ménage devait rendre disponible pour acheter un logement moyen en Ontario et 45% en Colombie-Britannique. En 2021, ce même ménage doit consacrer 60% de son revenu au logement
alors que c'était 40%. Et donc, pour rétablir les niveaux d'abordabilité au niveau de cette province, on comprend qu'il faut un ensemble de solutions. Mais comme la présentation d'aujourd'hui, c'est pas pour parler des pistes de solutions à la pénurie de logements, on ne peut pas aborder cet aspect, ce sera pour une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, nous essayons seulement de vous démontrer comment l'immobilier nous concerne tous, quel que soit notre statut, quel que soit l'endroit où nous vivons. Et je viens de relater certains éléments produits par la SCHL, qui est l'organe de régulation dans le domaine du logement en habitation au Canada, pour décrire brièvement l'ampleur de cette turbulence dans le secteur de l'immobilier. Maintenant, on peut rapidement voir qu'est-ce qui a causé cette turbulence, pourquoi il est si difficile, un, de trouver du logement, et deux, de trouver du logement abordable. La SCHL a énuméré 3 éléments: la croissance de la population et la croissance du revenu des citoyens. Deuxièmement, l'urbanisation de la structure des ménages. Troisièmement, l'évolution de la structure des ménages. Évidemment, on pourrait développer chacune de ces causes, mais pour ne pas être trop long au niveau de cette présentation, on va simplement de nous contenter de les énumérer. Les 3 causes listées par la SCHL, c'est la croissance de la population et la croissance du revenu. Deuxièmement, l'urbanisation de la structure des ménages. Et troisièmement, l'évolution de la structure des ménages. Dans cette présentation, en fonction de mes lectures, j'ajoute la modification du rapport à l'habitat des ménages, surtout depuis la pandémie. Parce que la maison n'est plus un espace dortoir pour la majorité de la population au Canada et dans beaucoup de pays à travers le monde. La maison représente aussi un espace professionnel, un espace à bureau. La maison représente aussi un espace de bien-être, parce que pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont retrouvés interdits de fréquenter les espaces de bien-être, les espaces d'exercice physique, les espaces culturels. Et donc, beaucoup de gens, même des artistes, se sont retrouvés à transformer une partie de leur maison en stand culturel, en espace de prestations culturelles. Et beaucoup de gens se sont retrouvés à transformer leur sous-sol ou une partie de leur maison en espace d'exercice physique ou en espace de bien-être. Donc, j'ajoute en plus des causes énumérées par la SCHL que notre rapport à l'habitat a été complètement transformé depuis la pandémie. Et deuxièmement, l'implantation ou dans certains cas la généralisation du télétravail qui nous donne une opportunité de comprendre comment la maison n'est pas seulement un espace utilisé pour dormir, mais c'est aussi un espace à partir duquel on peut travailler et on peut être aussi performant sans se déplacer. Autre cause que je peux ajouter par rapport à la pénurie de logements et à la pénurie de logements abordables, c'est les nombreuses exigences qui sont faites au niveau des municipalités pour obtenir un permis. Et non seulement les exigences sont nombreuses, mais il y a l'opacité et la durée du processus. Vous êtes en train de regarder cette présentation. Faites un exercice pratique de vouloir construire un immeuble, 3 bureaux ou un immeuble à logement sur une propriété. Et demandez-vous sur le plan opérationnel quel est le processus. Et vous allez vous rendre compte comment, le processus dans beaucoup de cas opaque, et 2, le processus est très très long. Et l'autre phénomène, c'est le phénomène de pas dans ma cour, c'est-à-dire
en fonction du mode de fonctionnement au niveau des municipalités, c'est la possibilité, dépendamment de l'ampleur de certaines villes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est la possibilité pour certains groupes de citoyens de s'opposer à des projets. Je ne questionne pas le fondement de cet élément démocratique, mais l'impact est que beaucoup de projets de construction sont retardés ou sont annulés ou ne peuvent pas se réaliser à cause de ce phénomène Badamako. Personne, tout le monde veut des logements, tout le monde veut des logements abordables. C'est comme si personne ne veut voir l'immeuble à côté de sa maison ou à côté de son bungalow. Un autre élément que j'ajouterais en plus des 3 causes énumérées par la SCHL, c'est l'augmentation rapide et agressive taux directeur par la Banque du Canada. Je n'ai même pas besoin de développer puisqu'il y a beaucoup d'autres qui le font et c'est facile de constater en 2020 quel a été le taux directeur et donc quel a été les taux d'intérêt des prêts, dont les prêts hypothécaires. Et en décembre 2023, quel est ce taux directeur et donc quels sont les taux d'intérêt. Vous allez comprendre que cet élément conjoncturel ne joue pas en faveur de la disponibilité ni de l'abordabilité des logements. Et le dernier élément que j'ajoute comme cause des turbulences actuelles ou plus précisément comme cause de la pénurie de logements que l'on connaît, c'est le manque de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre dans beaucoup de corps de métier de la construction. De la conception à l'exécution en passant par les nombreux va-et-vient avec la municipalité. Parce que c'est pourquoi je prends plaisir à intervenir sur ces thèmes. J'ai la chance d'être sur le terrain, d'avoir les 2 pieds dans les processus de façon concrète. Les gens ne s'imaginent pas, mais avant qu'un immeuble à logement soit disponible pour être habité, de la conception de cet immeuble jusqu'à la première pelletée de terre, dépendamment de la municipalité, c'est une durée, c'est une attente, c'est des dépenses, c'est des va-et-vient de 12 à 36 mois si le projet se réalise. Et dans beaucoup de cas, les projets ne se réalisent pas. Personnellement, je connais des projets qui, depuis 2019, sont sur des tables à dessin, en conception. Ce n'est pas un problème de financement, ce n'est pas un problème de terrain, c'est un problème au niveau de l'obtention du permis de construire. C'est juste un constat, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une prise de position. Je suis en train d'énumérer les causes que j'ajoute aux causes déjà listées par la SCHL par rapport au problème de pénurie de logements qu'on connaît au Canada. Maintenant, pour ceux qui me regardent, qui ne sont pas au Canada, qui sont ailleurs, par exemple, aux États-Unis, c'est le même problème. En 2021, 7 millions d'Américains dépensaient plus de la moitié de leur salaire pour se loger. Le problème d'abordabilité du logement. C'est une augmentation de 26% par rapport à 2007. Une augmentation de 26% par rapport à 2007. 7 millions d'Américains consacrent plus de la moitié de leur salaire pour se loger. Et cet élément, c'est un indicateur de la pénurie de logements. C'est la loi de l'offre et de la demande qu'on comprend. Donc, puisque le logement devient un besoin rare, rappelez-vous qu'on vient en fonction de la pyramide de besoins d'Abraham Maslow, de faire à la démonstration, mais d'expliquer comment le logement et l'immobilier en général fait partie des 2 catégories de besoins les plus importants. Et donc, puisque c'est des besoins importants et qui sont actuellement rares, c'est comme une conséquence irréversible, automatique, que les logements deviennent de moins en moins abordables. Un article de Selectium
explique qu'en août 2023, il y a des milliers d'Américains qui sont contraints de dormir au bord de la route, dans des caravanes, dans des vannes et dans d'autres types de camping-cars, notamment en Californie. Pourquoi? Parce que, oui, c'est un des endroits aux États-Unis où le revenu par habitant est parmi les plus élevés, mais c'est aussi un des endroits où il y a le plus grand nombre de sans-abri aux États-Unis. Je pourrais multiplier les exemples d'indicateurs des turbulences que connaît le secteur de l'immobilier aux États-Unis. Évidemment, le constat est pareil en fonction des causes qu'on a déjà énumérées tantôt. Le secteur de l'immobilier fait face à des turbulences et l'immobilier nous concerne tous, quel que soit notre statut, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit l'endroit où nous vivons. On a relevé des éléments en fonction de l'ampleur de ces situations au Canada, aux États-Unis, mais c'est aussi la même chose en France. On parle de crise de logement, de mal logés, de catastrophes sociales, baisse du nombre de permis de construire, de la hausse du taux d'intérêt, de l'inflation, baisse du pouvoir d'achat des Français. Il y a une chute de 10,4% de la réservation de logements neufs, une baisse de 29,5% du nombre de logements mis en vente par rapport à 2022. En France, une chute de 36% des réservations de logements neufs chez un constructeur Vinci. Donc, le cocktail est pareil pour décrire la situation de l'immobilier et en particulier la situation du logement en France. Et 15 mai 2023, la Fédération française du bâtiment ainsi que 8 membres de cette association ont écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron et la lettre était titrée « Alerte rouge logement, des mesures attendues en urgence pour les Français ». Fin de citation. La lettre était titrée, parenthèse, « Alerte rouge logement, des mesures attendues en urgence pour les Français ». On vient de le voir au Canada, aux États-Unis. Et là, en fonction de ces éléments, en France, c'est la même chose. Les membres de la Fédération française du bâtiment exigent un ensemble de mesures pertinentes et efficaces, concrètes, qui peuvent permettre d'aboutir à ce que eux, ils ont qualifié dans cette lettre, à un électrochoc indispensable. Il y a un spécialiste du secteur de l'immobilier en France, Henri Bouzicazo, qui a été président du Conseil national de l'habitat en France, qui est un expert en immobilier qui a cofondé en 1999 l'Institut du Management des Services Immobiliers, IMSI, qu'il préside encore. Cet expert en immobilier va même jusqu'à proposer en France qu'on instaure un régime de sanctions pour des maires des communes qui freinerait l'obtention de nouveaux terrains pour la construction neuve. Et la première ministre Elisabeth Borne, en prélude à sa rencontre du 22, alors qui était prévue le 22 mai 2023 avec la Fédération française du bâtiment, FFB, la première ministre de la République de France a reconnu que le logement en France est une situation d'urgence nationale. C'est des termes qui démontrent l'ampleur des turbulences que connaît le secteur de l'immobilier en France. Et on a vu, c'est la même chose au Canada, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même situation en France. Et je pourrais multiplier les exemples, c'est presque pareil à des niveaux différents. Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a des conséquences qui se manifestent dans la vie de tous les citoyens au niveau de ces pays, en Afrique aussi. Évidemment, certains compatriotes haïtiens qui regardent la vidéo se demandent, est-ce que les citoyens en Haïti sont concernés aussi par l'immobilier? Vous savez, j'ai pris la décision au niveau de cette chaîne de ne pas parler de politique active, justement pour éviter Haïti.
Et c'est pourquoi les sujets développés concernent seulement l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. Mais malheureusement, je dois vous avouer que lors de la préparation de cette vidéo, je n'ai pas pu retrouver un seul exemple des éléments, des caractéristiques du secteur de l'immobilier en Haïti, que si je développe un aspect de l'immobilier en Haïti, je suis obligé automatiquement de parler de politique active. Donc c'est pourquoi ma première réaction, c'était de passer, en anglais skipper, les exemples pour montrer comment l'immobilier concerne tout le monde. C'était de passer sur la situation du secteur de l'immobilier en Haïti. Parce que la situation de tous les domaines techniques est tellement influencée par la politique. Dès que je rentre dans le secteur de l'immobilier, je serai obligé de sortir des exemples politiques. Je vous en fais la démonstration tout de suite. L'événement au niveau du secteur immobilier en Haïti, l'événement le plus marquant en 2023 qui concerne l'immobilier en Haïti, c'est un événement qui concerne la construction d'un canal de 2,6 km qui doit s'alimenter dans la rivière Massac, qui est un cours d'eau international, transfrontalier, qui traverse certaines terres en République dominicaine et à d'autres endroits des terres de la République d'Haïti. Et ce canal devait permettre d'arroser plus de 3000 hectares de terres cultivables au niveau de la plaine de Maribao à Ouanamet en Haïti. Et donc, la construction de ce canal de 2,6 km devait favoriser la production nationale en Haïti et évidemment contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire en Haïti. N'oubliez pas, au début de la présentation, j'ai expliqué comment dans cette présentation, je considère l'immobilier comme l'ensemble des biens fixes, les immeubles, pas seulement les immeubles, mais aussi les terres qui ont un impact sur la qualité de vie des citoyens. Donc la construction de ce canal, évidemment, devait permettre à la fois de renforcer la production nationale et la sécurité alimentaire du peuple haïtien. Au projet immobilier, non? Oui. Intéressant, pas vrai? Le monde entier devait encourager ce projet immobilier en Haïti. Savez-vous quoi? Alors qu'Haïti est dans son bon droit de prendre une prise sur la rivière Massac pour ériger ce canal d'irrigation, selon deux experts, Miss Mimeri Fleurant et Jean Monestime, en dépit du fait que Haïti est dans son bon droit au regard du droit international, d'ériger ce canal à partir de la rivière Massac, qui est partagée entre la République d'Haïti et la République dominicaine. La République dominicaine, qui, elle, a déjà érigé 11 prises au niveau de cette même rivière, s'est révoltée, a fermé unilatéralement toutes les frontières avec Haïti et a porté plainte auprès de l'ONU. Je reprends pour vous. La République dominicaine a déjà érigé 11 prises sur la rivière Massac, qui est un cours d'eau international partagé entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Et Haïti, qui s'est mis à construire un seul canal au niveau de cette même rivière partagée par les deux pays, la République dominicaine se révolte et porte plainte auprès de l'ONU. Oui, vous avez bien entendu. Incompréhensible, non? Ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que effectivement, comme demandé par la République dominicaine, l'ONU a effectué une visite d'évaluation des travaux en cours et jusqu'à présent qui continue
par la société haïtienne au niveau de la rivière Massacre pour construire un canal s'alimentant dans cette rivière Massacre. Cette même ONU n'a organisé aucune évaluation technique des 11 prises déjà effectuées par la République dominicaine sur cette même rivière. Avez-vous compris quelque chose? Le constat est quoi? Il n'y a aucun domaine technique, la santé, l'immobilier, en Haïti, qu'on peut développer sans être obligé de citer des acteurs, de gros acteurs influents, et de citer des hommes et des femmes d'État, des pays étrangers qui font de l'ingérence, qui imposent leurs décisions au détriment d'Haïti. C'est une réalité. Maintenant, c'est pour cette raison que je dis, je pourrais multiplier les exemples en immobilier, quel que soit l'exemple que je prends, on sera obligé de parler des étrangers et non pas d'Haïtiens. Remarquez, pour tous les autres cas, j'ai parlé de citoyens nationaux. Au Canada, de Canadiens. En France, de Français. Aux États-Unis, d'Américains. Et en Haïti, l'exemple le plus marquant en termes de projet immobilier, pour parler de ce canal, on est obligé de parler d'Américains, on est obligé de parler d'ONU, on est obligé de parler de Dominicains. C'est ça la réalité. Donc, je ferme cette parenthèse pour ne pas me verser trop dans la politique active, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, dans cette présentation, d'expliquer comment l'immobilier nous concerne tous, quel que soit notre statut, quel que soit notre profil, quel que soit l'endroit où nous vivons. Je résume cette parenthèse politique pour vous informer que, heureusement, comme constaté par les journalistes d'Aibo Post, la construction de ce canal représente le mouvement de solidarité le plus important de 2023 en Haïti. La construction de ce canal est grâce à la mobilisation, la solidarité à travers le COMBIT des Haïtiennes et des Haïtiens des 10 départements géographiques d'Haïti. La construction du canal se fait dans le nord-ouest, et des Haïtiens de la diaspora, incluant évidemment certains citoyens étrangers, humanistes, qui comprennent la situation. Grâce à la mobilisation de ces fonds de la société civile, ce projet est encore en cours. Les travaux continuent par la société civile sans aucun support officiel et formel de l'État haïtien. Pourquoi? Parce que les dirigeants sont influencés par des intérêts étrangers, dont des intérêts dominicains, des intérêts américains. Donc, je ferme cette parenthèse pour vous expliquer que dans cette présentation, il m'a été difficile de relater des éléments qui décrivent les impacts des turbulences qu'on connaît au niveau du secteur de l'immobilier à travers le monde, comment ces turbulences affectent la situation des Haïtiens aussi, comme ça affecte la situation des Américains, des Canadiens, des Français et des citoyens du continent africain, sans parler de politique active. Nous avons passé quelques minutes pour utiliser certains éléments de constat, d'interrelation entre différents aspects qui nous montrent à travers, en nous basant évidemment sur la pyramide de Maslow qui a hiérarchisé les différents besoins, et on vient de voir que l'immobilier comporte des éléments qui font partie des deux catégories de besoins les plus importants: manger, dormir, se loger, être en sécurité, l'immobilier. Et de ce fait, l'immobilier nous concerne tous. On ne peut plus se dire on est locataire, la crise du logement ne nous concerne pas. On ne peut plus se dire on est déjà propriétaire, la crise du logement ne nous concerne pas. Les entrepreneurs sont obligés de tenir compte
des turbulences du secteur de l'immobilier parce que comment ils vont pouvoir mobiliser du personnel qui ne peuvent pas se loger ou qui sont stressés parce qu'ils consacrent 50-70% de leurs revenus à payer leur loyer. Comment des entrepreneurs dans certaines régions vont pouvoir répondre à leurs carnets, à leurs commandes s'ils ont la difficulté à trouver du personnel parce qu'il y a une carence de logement. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a des secteurs, il y a des endroits où les citoyens hésitent à vivre parce que dans ces secteurs, il y a des problèmes d'alimentation en eau potable. Parce que dans ce secteur, il y a des problèmes d'offres d'éducation, il y a des problèmes d'infrastructures sanitaires. Donc, c'est des éléments qui démontrent comment, qu'on le veuille ou non, nous sommes influencés, nous sommes concernés par ce qui se passe dans le secteur immobilier. Ce ne sont pas seulement les investisseurs qui sont concernés par l'immobilier. Ce ne sont pas seulement les propriétaires qui sont concernés. Ce ne sont pas seulement les locataires qui sont concernés. Les jeunes qui sont encore chez leurs parents sont concernés aussi par les turbulences qui se manifestent au niveau du secteur immobilier. J'ai regardé certains articles, ils sont nombreux les articles qui ont relaté des témoignages de beaucoup de jeunes qui doivent reporter leur projet de devenir propriétaire à cause de la situation actuelle. Beaucoup de familles qui vivent des situations difficiles à cause de la situation actuelle et en particulier à cause des turbulences que connaît le secteur de l'immobilier. Donc, en gros ou rapidement, on comprend que quel que soit le profil que l'on a, quel que soit le salaire qu'on perçoit, quel que soit notre statut, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous sommes tous concernés par le secteur de l'immobilier et en particulier le logement. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous êtes tous concernés par le secteur immobilier, quel que soit l'endroit où vous vivez. Selon moi, ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire, c'est nous renseigner davantage concernant l'immobilier. Évidemment, nous n'avons pas le temps pour développer les différentes stratégies d'apprentissage, de collecte d'informations, mais je vous dis en rafale, étant donné que nous sommes tous concernés par l'immobilier, nous avons intérêt à nous informer de ce qui se passe au niveau du secteur de l'immobilier. Je prends un exemple. Si vous êtes jeune, vous planifiez d'aller habiter dans un logement, plus vous êtes informé de la situation actuelle, mieux vous pouvez planifier de façon efficace cette transition de jeune chez ses parents vers l'autonomie à être un locataire dans votre propre appartement. Si vous êtes locataire, vous planifiez de devenir propriétaire, vous ne pouvez pas dire le secteur immobilier ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas investisseur. Vous avez tout à fait intérêt à vous renseigner davantage. Donc, première proposition, c'est vous renseigner davantage de tout ce qui se passe au niveau du secteur de l'immobilier. Pas seulement l'immobilier, les immeubles à logement, le résidentiel, mais ça peut être au niveau des terrains, le développement des terrains, les immeubles à bureaux, les immeubles touristiques. Donc, vous renseignez sur l'aspect du secteur de l'immobilier qui vous concerne beaucoup plus directement, dépendamment de vos projets d'avenir, dépendamment de vos occupations professionnelles. Et deuxièmement, en fonction du volet qui vous préoccupe le plus, vous faire un plan personnalisé qui comporte votre objectif. Est-ce que vous voulez devenir propriétaire? Est-ce que vous pouvez laisser le toit chez vos parents pour aller en appartement, pour être tout à fait autonome? Est-ce que vous êtes déjà propriétaire? Vous voulez avoir d'autres immeubles locatifs pour avoir des revenus complémentaires? Est-ce que vous êtes
pose la question, mais on s'entend, la réponse est oui. Si vous êtes investisseur, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous informer. Vous êtes obligé d'avoir des plans personnalisés, des plans de croissance ou des plans de développement ou des plans de réduction de votre parc immobilier. Donc, qui comporte objectifs, plans, comporte aussi l'identification des ressources pour vous permettre de prévoir, d'anticiper comment vous allez mobiliser les ressources humaines, les compétences que vous avez, les atouts que vous avez, vos revenus, le support que vous avez auprès de vos parents pour pouvoir réaliser votre plan et dans quelle échéance? Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Donc, deuxième recommandation, c'est vous préparer un plan personnalisé qui vous permettre de passer à l'action, qui vous permettre de réaliser votre objectif. Et troisièmement, pour ceux qui sont intéressés à acquérir des immeubles, des biens immobiliers en général, je vous recommande de, en plus des 2 autres recommandations, c'est-à-dire vous renseigner, vous faire un plan, mais aussi de vous faire accompagner par des professionnels selon le secteur qui vous intéresse et selon l'aspect de votre projet d'acquisition d'immobilier. Donc, en conclusion, quel que soit notre profil, quelle que soit notre situation professionnelle, quel que soit notre statut matrimonial, quel que soit l'endroit où nous vivons, étudiants, personnes immigrantes, jeunes qui est encore chez ses parents, touristes, expats, adolescents, entrepreneurs, employés, travailleurs autonomes, propriétaires, locataires, investisseurs, influenceurs sur les réseaux sociaux, créateurs numériques, athlètes, l'immobilier nous concerne tous, sans distinction aucune. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous estimez, vous, plusieurs raisons que moi j'ignore, que l'immobilier ne vous concerne pas? Laissez-moi des commentaires, je me fais toujours le plaisir de lire vos commentaires. Est-ce que vous pensez que l'immobilier vous concerne directement? Et si vous pensez que l'immobilier vous concerne directement, n'hésitez pas à réfléchir à la suite, puisque vous vous rendez compte en fonction des éléments que je viens de présenter que l'immobilier vous concerne directement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section commentaires de la vidéo. Et avant de terminer, je rappelle que cette présentation a été faite dans une perspective de partage d'informations générales. Et donc, si vous avez besoin de vous faire accompagner, vous pouvez certainement contacter quelqu'un qui est agrémenté ou qui a l'autorisation officielle pour vous accompagner dans ce processus. Moi, je suis quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine immobilier. Je peux partager mes témoignages, je peux partager mes illusions, je peux partager aussi les contraintes au niveau du processus d'obtention de permis de construire et autres, de façon concrète, pas théorique. Donc, ça a été un plaisir de vous présenter cet élément de réflexion qui comporte quelques éléments d'information qui peuvent vous être utiles, je l'espère. Merci à notre conseiller technique qui vous permet de regarder cette présentation. Merci à nos abonnés de cette chaîne YouTube. Nous sommes à 195 abonnés au moment d'enregistrer cette vidéo et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous appréciez cette vidéo, de l'exprimer, de liker, de partager la présentation et évidemment de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez toujours inviter d'autres gens à s'abonner. C'est votre façon d'encourager cette initiative, de partager des réflexions, de partager des présentations de ce genre qui comportent des éléments d'information qui peuvent changer votre façon de voir certaines choses qui sont en rapport avec les 3 thèmes: immigration, immobilier et les finances personnelles.
Certaines fois, les vidéos sont en français, d'autres sont en créole. Cette fois-ci, ça a été en français, mais vous verrez qu'il y a d'autres présentations qui sont exclusivement en créole. Donc, ça nous permet de desservir dans la langue maternelle deux catégories de clientèle, les personnes qui ont francophones, qui comprennent le créole, et les francophones. C'était un plaisir de faire cette nouvelle présentation. À la prochaine.